Bien, bonjour à tous. À l'occasion donc de la Journée du sommeil et en partenariat donc avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance, Union France Alzheimer et maladies apparentées vous propose un webinaire sur les liens entre le sommeil et la maladie d'Alzheimer. Et nous avons aujourd'hui le plaisir donc d'accueillir deux spécialistes, le docteur Christina Schmidt. Donc vous êtes neuropsychologue, enseignante-chercheur à l'Université de Liège, et le docteur Géraldine Roche. Donc, vous êtes biologiste, chercheur à l'INSERM de Caen. Je vous laisserai peut-être vous présenter un petit peu plus longuement. Mais je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, donc peut-être avec vous, Christina, sur des notions de somno-éducation, sur ce que devient presque le sommeil en cours de vieillissement et sur donc les liens avec la maladie d'Alzheimer, sachant que vous avez plus spécifiquement travaillé, enfin vous avez également travaillé sur la sieste. Voilà, donc d'abord, merci beaucoup pour l'introduction et pour la possibilité de un peu parler de nos travaux ici aujourd'hui. Donc, je suis effectivement chercheuse à l'Université de Liège et j'ai préparé quelques slides ou quelques diapositives que je propose de partager maintenant pour un peu expliquer c'est quoi le sommeil, comment est-ce que ça change avec l'âge et quelles sont les caractéristiques qui vont avec. Donc, je vais partager mon écran là tout de suite. Là. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est parfait. C'est parfait. Bon. Donc voilà, moi, c'est Christina Schmidt. Donc, je viens de Liège. Je travaille au centre de recherche du cyclotron et plus particulièrement dans le groupe de sommeil et chronobiologie. Je m'intéresse particulièrement à l'impact du vieillissement, donc pas nécessairement que le vieillissement physiologique, pathologique, un peu de tout, et son rôle son impact sur le cycle de veille-sommeil et comment cela va affecter la santé mentale et cognitive. Notons que récemment, on s'est lancé un peu sur la recherche, on essaye d'étendre les évidences qu'on a obtenues pour l'association entre cycle de veille-sommeil et vieillissement aussi sur la maladie d'Alzheimer et on va bientôt lancer un projet grâce à la Fondation Recherche Alzheimer Belgique. Donc, pour commencer, j'aime bien commencer avec cette petite slide. C'est juste pour définir, on n'est pas tous pareils face au sommeil. Donc, chaque individu, il diffère un peu dans son rythme de veille-sommeil et c'est quelque chose de plus ou moins normal. Donc, il ne faut pas… le fait être couche tard, couche tôt, c'est un peu, en partie en tout cas, endogène en nous et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est pathologique à la base. Donc ici, il y a quelques exemples types. Napoléon se levait tous les jours à 3 heures du matin. Victor Hugo, Churchill dormait environ 5 heures, donc c'était plutôt des petits dormeurs, alors que d'autres comme Einstein, John Calvin Coolidge, ils dormaient environ 12 heures par nuit. Donc il y a une grande variabilité. Cette variabilité n'est pas à confondre avec l'opportunité de sommeil qu'on a, mais on a en nous un besoin qui peut être plus ou moins important de sommeil. Alors, le sommeil, aussi, la deuxième constat que j'aime bien utiliser dans mes présentations, c'est que le sommeil, ce n'est pas un état on-off, donc ce n'est pas un état dans lequel je tombe et qui est passif. Ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Donc, on peut mesurer vraiment le sommeil et je pense que Géraldine, elle va un peu parler plus de ces différentes caractéristiques. Mais si c'est juste pour mentionner, on passe chaque nuit à travers différents stades de sommeil et qui s'alternent et qui, sans doute, ont des caractéristiques ou des fonctions plus ou moins spécifiques pour notre bien-être, pour notre santé physique, psychique, mentale. Donc, et cette différents stades de sommeil, via la découverte de l'électroencéphalographie, c'est ici les différents câbles que vous voyez posés ici sur la photo de la volontaire sur votre droite, permettent donc de détecter les différents stades de sommeil, la profondeur du sommeil et la manière dont ils s'alternent au cours d'une nuit classique de 8 heures, par exemple. Donc, on est tous différents face au sommeil et à chaque fois qu'on parcourt une nuit, on parcourt différents stades de sommeil. Maintenant,
le sommeil, il n'existe qu'en alternance avec l'éveil. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi on n'est pas de façon continue éveillé et on n'est pas de façon continue endormi. Ça paraît un peu très évident, mais ça veut dire que le sommeil, il se place dans un contexte de 24 heures. Donc, alors que beaucoup de personnes, ils sont très focalisés sur leur sommeil de nuit et essayent de le caractériser, il faut savoir aussi que ce sommeil de nuit, il dépend de ce qu'on a fait en journée. Donc ici, l'alternance donc de notre veille et de notre sommeil est quelque chose de très universel. Ça existe à tous les niveaux de du règne vivant. Et cette horloge qui dicte de quand on est le plus apte à dormir est quelque chose de très présent à travers tout le règne animal et à travers même notre organisme. Donc, le la dose du sommeil est important, mais aussi quand on le place dans ce cycle d'activité-repos qui est forcément universel à travers, le règne animal. Maintenant, le sommeil, on le sait tous, je pense, il change avec l'âge et à travers tout notre développement. Donc depuis qu'on est né et jusqu'à ce que, l'âge, jusqu'au vieillissement, le sommeil, il traverse différentes étapes et notamment quand on devient un peu enfin, au cours du vieillissement, le besoin de sommeil change, il devient, en moyenne moindre. Notre horaire de sommeil, il change aussi. Donc alors qu'on était peut-être adolescent, plutôt couche tard, on a tous tendance, enfin en moyenne en tout cas, tendance à devenir un peu plus couche, tôt, en vieillissant. Et malheureusement aussi, on peut quand même quantifier une certaine fragmentation de sommeil qui augmente au cours du vieillissement. Que le vieillissement soit pathologique ou non, c'est quelque chose, un constat qu'en moyenne, la littérature a quand même fait et que je pense que personnellement, on a tous vécu en devenant, en vieillissant. Euh, et ces caractéristiques qui changent avec l'âge, ils ont été mis en lien avec notre fonctionnement cognitif, donc notre mémoire, notre attention, notre manière de prendre des décisions et tout ce genre d'aspects qui nous servent dans la vie de tous les jours. Maintenant, le sommeil, j'ai dit que ça se mesure. Ça peut se mesurer en laboratoire avec plein de câbles sur la tête afin d'essayer de trouver les caractéristiques qui sont bien précises au sommeil, mais ça se mesure aussi sur le terrain. Et ça, c'est maintenant de plus en plus d'études, ils utilisent une petite montre qui permet simplement de capter, mesurer notre taux d'activité et de repos. Et par ce biais, de ne pas vraiment, enfin, en quelque sorte, c'est pas vraiment mesurer le sommeil, mais essaye de voir où est-ce que les périodes de repos, ils se placent dans notre vie quotidienne. Donc, ça mesure plutôt le repos et son alternance avec l'activité. Alors ici, ce sont donc par ces petits capteurs que vous voyez ici sur la gauche que vous pouvez capturer cette activité repos. Et ici, dans la photo que vous voyez juste à côté de cette montre, vous avez à chaque fois, vous montrez, vous voyez des barres qui sont plus ou moins remplies de noir ou pas du tout remplies en noir. Et en fait, ça reflète à chaque fois une journée. Donc, plus vous voyez des petits traits noirs, plus il y a de l'activité. Alors que plus c'est blanc, plus il y a du repos. Donc, vous voyez clairement ici, par exemple, chez une personne, c'est une personne qui a participé ici à nos études et qui avait 75 ans. Et vous voyez très bien, il y a beaucoup d'activités pendant la journée. Je ne sais pas si on voit ma souris, on la voit peut-être Oui, pas. oui. On la voit? OK, merci. On voit beaucoup d'activités en journée et un repos enfin, ou un sommeil assez enfin, m pas beaucoup d'activités pendant la nuit. Donc ça, c'est vraiment un pattern très distinctif entre jour et nuit. Maintenant, ça, c'est aussi une étude qui a été faite ici, mais c'est des études de cas plutôt ici. C'est que vous voyez qu'ici, la même chose a été faite avec des patients qui ont été atteints de la maladie d'Alzheimer, et ça à différents stades de la maladie. Donc ici, le MMSE, c'est une échelle qui essaye de plus ou moins graduer à quel niveau de la maladie on se trouve, et on observe que plus le score est faible, donc ici, ça va de 26 à plus possible, plus on voit que cette distribution entre beaucoup d'activités en journée et
peu d'activité la nuit, plus ça devient, moins ça devient distinctif. Ça veut dire en quelque sorte qu'il y a moins de différence entre jour et nuit, et ça, c'est clairement un signe de pathologie du sommeil. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir aussi ici, c'est que alors qu'au cours du vieillissement, on aura probablement tous un peu plus de difficultés à dormir ou à faire des nuits entières de 8 heures, cette problématique, elle est probablement, ou elle est assez clairement amplifiée en cas en cas de la maladie d'Alzheimer. Et cette difficulté, elle va s'accentuer au courant de la maladie. Alors, maintenant, comme je dis, moi, je suis un peu biaisée dans mes études par le fait que je ne regarde pas que le sommeil de la nuit. Je m'intéresse aussi en quoi ce sommeil de la nuit, il est affecté par ce qu'on nous fait la journée. Et donc, je m'intéresse beaucoup à cette horloge qui, en soi, nous dicte de dormir la nuit. Ici, le problème, c'est que au cours du vieillissement ou même dans enfin, dans plein par exemple, dans les homes pour personnes âgées, en cas d'institutionnalisation, la sieste, pour notre horloge, ça veut dire faire la sieste de façon longue et chronique. Théoriquement, ça pourrait dire dormir au mauvais moment de la journée. C'est dormir à un moment donné où notre horloge biologique, elle nous dicte de rester éveillé. Donc ça, c'était une théorie qu'on est actuellement en train d'investiguer. Et je ne dis pas que la sieste en soi ne peut pas être bénéfique, mais c'est vraiment quand il y a une intrusion de façon très chronique de cette sieste, ça pourrait être le reflet d'un sommeil perturbé ou d'une horloge interne perturbée. Et ce qu'on observe effectivement, c'est que cette tendance à faire la sieste, elle augmente avec l'âge. Donc ici, les personnes de 20 à 30 ans, en moyenne, ils font moins la sieste que la personne qui a entre 80 et 90 ans. Et que des études relativement récentes, qui datent de 2022, je pense, ils ont montré que potentiellement, la sieste chronique et de longue durée, elle peut être un indicateur de santé du cerveau au cours du vieillissement et même être en lien avec le développement par la suite de la maladie d'Alzheimer. Je ne suis pas en train de dire que faire la sieste de façon chronique va induire la maladie d'Alzheimer, c'est loin de là, mais ça pourrait être peut-être un indicateur de quelque chose qui devient un peu moins fonctionnel. Donc voilà, il n'y a pas de causalité dans tout ça, mais c'est un lien qui est assez intéressant pour nous, chercheurs, à explorer. Je suis dans les temps où je suis déjà en train de... Oui. C'est bon. Non, non, tout va bien. N'hésitez pas à me couper, sinon, parce que voilà. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant le sommeil? Pourquoi regarder le sommeil de façon générale? C'est parce que théoriquement et même pratiquement, on peut agir sur le sommeil, on peut l'améliorer. Donc, c'est quelque chose de plutôt optimiste et positif. C'est pas une fois que mon sommeil est dégradé que je ne saurais plus le récupérer. Il y a parfois encore bien des mécanismes qu'on peut remettre en place pour essayer d'avoir un meilleur sommeil. Une chose, par exemple, qui a été montrée par une étude qui a essayé d'intervenir sur le sommeil dans le contexte d'une étude qui a eu lieu dans des maisons de repos, c'est agir sur le sommeil par la lumière. Donc, ça paraît un peu bizarre maintenant quand on le dit comme ça, mais en fait, la lumière ou cette cycle de lumière-obscurité qu'on a tous, qui s'alterne sur les 24 heures, est un donneur de temps pour notre sommeil. Donc, plus on fait la différence entre, on fait le plein de sommeil pendant la période active, donc en journée, et moins on est confronté à cette lumière pendant la nuit, plus notre horloge qui nous dit de quand dormir, elle va prendre des signaux d'activité et de repos. Donc, plus elle va en quelque sorte essayer de placer du bon sommeil au bon moment. Donc ça, c'était l'hypothèse de cette étude. Et effectivement, ce que cette étude a pu montrer, c'est que alors que dans cette maison de repos spécifique, avant, on essayait de même suggérer fortement une petite période de sieste et on éteignait même la lumière en après-midi pour qu'il y ait du repos. Après,
donc ça, c'était le fonctionnement classique de cette maison de repos. Et après, on a essayé de remplacer par cette période de repos par une période des activités choisies en fonction en fonction comment on dit, de ce que la personne aime bien faire, etc. Et aussi, on a essayé d'augmenter la lumière pour dire aussi, on se trouve en journée et on essaye d'être actif. Et alors, quand on voit ici de nouveau ce cycle d'activité-repos, ici, ça c'est la condition 20 lux, donc c'est basse lumière, on voit de nouveau qu'il y a clairement, on voit encore une différence entre jour, beaucoup d'activité, et nuit. Mais quand on augmente cette lumière-là et qu'on essaie vraiment de prôner l'activité pendant la journée et de favoriser du coup le sommeil pendant la nuit, on voit que cette différence, elle devient plus grande. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen d'aider notre sommeil de nuit avec ce genre de petites interventions. Ce n'est pas magique non plus. Je ne dis pas que par ce biais-là, on va stopper la maladie d'Alzheimer ou significativement la ralentir, mais les échelles de dépression et d'anxiété qui sont souvent aussi affectées au courant de cette maladie, ils étaient plus stables pendant cette période-là et avoir un bon sommeil, c'est quand même une bonne qualité de vie. Donc on peut agir sur ce contexte de la maladie sans nécessairement, ici, par ce biais-là, on n'a pas encore pu prouver que ce genre d'intervention, ils vont aussi agir sur les mécanismes qui sont au cours dans notre cerveau pendant la maladie d'Alzheimer. Je pense que justement, Géraldine va plus s'atteler là-dessus. Important aussi, on peut essayer d'agir sur la cognition, donc sur la mémoire, qui est quand même un des troubles majeurs de la maladie. Et on a pu voir une association entre cette intégrité du cycle d'activité-repos et notre performance cognitive, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer ou dans le contexte du vieillissement tout à fait physiologique. Ce lien, il existe indépendamment de cela. Alors voilà, je pense que je vais parcourir ça. Donc ça, j'ai déjà dit. Et donc la sieste et la maladie d'Alzheimer, j'ai déjà dit aussi qu'il y a eu apparemment, on peut dire que vraiment ce besoin irrésistible de dormir en journée est peut-être un indicateur qui pourrait être intéressant à investiguer en lien avec le vieillissement du cerveau, de notre mémoire et dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qu'on est en train d'investiguer actuellement. Et donc, j'aimerais bien terminer avec un message plutôt positif. On peut agir sur le sommeil et n'hésitez pas d'en prendre soin. Et alors, parfois, ce sont des conseils un peu anodins et que beaucoup d'entre vous, on le sait déjà, mais je pense un petit rappel ne peut pas faire du tort et parce que ça peut être efficace, effectivement. Donc, par exemple, garder un horaire de veille-sommeil relativement régulier, ça aide notre horloge à faire la différence entre jour et nuit et ça permet de plus facilement trouver du sommeil. Essayer de se méfier des endormissements en soirée parce que ce qu'on vide déjà de notre réservoir de sommeil en journée, mais on est un peu plus difficile d'aller chercher, de le remplir, ce réservoir, pour avoir un sommeil de nuit qui est satisfaisant. Protéger notre environnement du lieu de sommeil, par exemple avec des fenêtres occultées, ne pas avoir une source de bruit dans la chambre qui nous empêche de s'endormir ou de garder le sommeil. Une hygiène alimentaire peut agir sur le sommeil. Les activités sportives, c'est très bien pour le sommeil, mais il faut encore essayer d'éviter de les placer juste avant d'aller dormir. Ou ce genre éviter les siestes trop longues et trop fréquentes. Si vous avez le sentiment que votre sommeil de nuit est moins profond, donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider. Donc, il y a plein de petites astuces qui permettent cela. Et je pense que je suis arrivée à mes 15 minutes de présentation, donc je vais laisser la place maintenant à Géraldine pour parler un peu plus du sommeil dans le cadre de la maladie d'Alzheimer à proprement parler. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions, Dr Schmidt. C'était
extrêmement complet. Donc peut-être effectivement, hein, docteur Géraldine Roche, je vous passe la parole également pour votre présentation. Et donc, au terme de celle-ci, nous répondrons aux questions qui ont été posées donc, via les réseaux sociaux. Eh bien, merci aussi pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce webinaire avec Christina d'autant plus. Donc, je suis chercheur à Caen, je suis chercheur à l'INSERM, mais je travaille à l'Université de Caen. Et donc, je vais vous parler des troubles du sommeil comme un facteur de risque de démence. Donc, en termes de prévalence, il faut savoir que les troubles du sommeil, c'est une problématique qui est vraiment importante chez le sujet âgé. C'est à peu près la moitié des personnes de plus de 60 ans qui se plaignent de leur sommeil. Donc, la plainte, elle est plus fréquente chez les femmes et globalement, elle se traduit par des difficultés à maintenir un sommeil nocturne, un réveil matinal précoce, la sensation que le sommeil n'est pas récupérateur et puis une somnolence au cours de la journée. Et ces troubles, ils sont aussi fréquents chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer et ce, dès les premiers stades de la maladie. Donc souvent, ils sont un petit peu relégués au second plan parce que la plainte, c'est vraiment des problèmes de mémoire, mais ces troubles, ils sont vraiment là et ça concerne jusqu'à 60% des patients. Donc ces troubles, ils vont aussi avoir des liens avec les troubles cognitifs, les troubles de l'humeur. Ils peuvent être associés aussi à un risque de chute et ils sont souvent à l'origine de la décision de placer un proche en institution. Et puis, un aspect qui est important et qui est souvent négligé, c'est que ces troubles du sommeil des patients atteints de maladie d'Alzheimer, ils vont aussi contribuer à l'épuisement de l'aidant. Donc, je vais reprendre. Il y a des choses qui vont se recouper un petit peu avec ce que Christina a dit juste avant, mais donc, vous avez ici le décours temporel d'une nuit de sommeil chez un jeune adulte avec les différents stades de sommeil qui s'enchaînent. Je cherche ma souris. Voilà, les différents stades de sommeil qui s'enchaînent. Donc, on a un premier cycle, un second cycle, un troisième et un quatrième, un cinquième. Donc là, vous avez le sommeil lent avec en bleu ici le sommeil lent profond et puis en vert le sommeil paradoxal. Alors, chez le sujet âgé, la modification principale qu'on va observer, c'est une réduction du sommeil lent profond, donc qui apparaît en bleu. Et puis, on voit que le sommeil, il est plus fragmenté. Il est entrecoupé de périodes d'éveil qui vont être de durée plus ou moins longue. Et puis, chez un patient qui a une maladie d'Alzheimer, donc là, on va être au stade précoce, eh bien, ce qu'on va voir, c'est une exagération de ce qu'on a au cours du vieillissement, donc avec une fragmentation qui est plus importante. Vous voyez, il y a plus d'éveils et qui sont plus longs. Et puis aussi, ce qui est spécifique de la maladie, c'est la réduction du sommeil paradoxal. Alors, ces troubles du sommeil, ils vont être dus à l'apparition de lésions dans certaines régions du cerveau qui vont contrôler le sommeil. Donc, vous avez aussi ici un schéma qui représente un cerveau normal et puis le cerveau d'une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer. Et on voit en fait deux anomalies dans ce cerveau. D'abord, ces lésions qui ressemblent à des gros grains de beauté qu'on va appeler les plaques amyloïdes, donc qui sont en fait une accumulation d'une protéine sous une forme toxique. Et puis, on voit aussi qu'il y a des choses un petit peu bizarres à l'intérieur des neurones qui sont ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires. Donc aujourd'hui, moi, je vais beaucoup vous parler des plaques amyloïdes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux qui commencent à étudier aussi les liens entre sommeil et dégénérescence neurofibrillaire. Alors, on les étudie depuis plus récemment parce que voilà, il y avait des développements méthodologiques à faire, mais globalement, ce que je vais vous dire pour l'amyloïde va être relativement vrai pour les dégénérescences neurofibrillaires. Donc, les lésions, elles sont à l'origine de troubles du sommeil, mais ce qu'on sait depuis quelques années, enfin ce qui fait l'objet d'un nombre croissant d'études, c'est que les troubles du sommeil ils seraient également un facteur de risque de la maladie. Alors, le sommeil, il y a beaucoup d'aspects différents. Moi, aujourd'hui, je vais me focaliser sur 4 points. Donc, la durée de sommeil, les symptômes d'insomnie, les apnées et puis la sieste dont on a déjà parlé un petit peu avec Christine. Alors, pour la durée de sommeil et le risque de démence, je vais vous parler de cette étude qui a été faite par notre collègue Séverine Sabia, qui a été publiée il y a 2 ans, qui s'est intéressée en fait à la durée de sommeil entre 50 et 70 ans. Donc, ils ont demandé à une grande cohorte de sujets âgés de rapporter leur durée de sommeil à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et ensuite, ils ont défini des trajectoires de sommeil. C'est-à-dire, ils ont regardé ceux qui avaient constamment une durée courte de sommeil, donc c'est ceux qui apparaissent en orange, alors ça superpose avec le violet après. Il y a ceux qui ont eu une durée normale au croisage, ceux qui ont eu une durée longue persistante, et puis il y a toutes les configurations possibles, ceux qui dormaient, qui avaient une durée normale et puis qui ont réduit, etc. Et puis ils ont suivi en fait ces individus et ils ont évalué le risque de démence et ils ont mis en lien ces données avec la trajectoire de sommeil.
Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que les individus donc, qui sont en orange ici, qui ont une durée courte de sommeil persistante sur les 30 années qui ont été, les 20 années qui ont été étudiées, pardon, eh bien, ils ont un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, il y a un effet qui est un petit peu moins robuste pour une durée longue persistante aussi, mais c'est surtout en fait la durée courte de sommeil qui semble être associée à un risque accru de maladie d'Alzheimer. Donc là aussi, ça ne veut pas dire que tous les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit vont développer une maladie d'Alzheimer. On sait qu'il y a des courts dormeurs et des longs dormeurs, donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Mais en tout cas, si on dort moins de 6 heures et qu'en tout cas, on a besoin d'un petit peu plus, potentiellement, on est plus à risque de développer une démence. Alors maintenant, depuis quelques années, on dispose aussi de techniques d'imagerie qui permettent de voir du vivant de la personne les plaques amyloïdes dans le cerveau. Et ce qui a été montré, c'est que les individus aussi qui font des nuits courtes, ils vont avoir plus de lésions, plus de plaques amyloïdes dans ces régions, donc à l'avant du cerveau, donc dans le cortex préfrontal, et puis plus en arrière, dans le cortex singulaire postérieur. Donc, ils sont des régions qui sont très sensibles aux effets de l'âge et qui sont touchées très précocement dans la maladie d'Alzheimer. Alors, concernant maintenant les symptômes d'insomnie, donc l'insomnie, ça va être défini comme des difficultés d'endormissement, des difficultés à maintenir un sommeil au cours de la nuit. Donc, parfois, on se réveille au milieu de la nuit, on reste éveillé pendant 1 heure et puis après, on se rendort. Ou bien ça peut être aussi ce qu'on appelle l'insomnie terminale ou l'insomnie de fin de nuit, c'est-à-dire qu'on va se réveiller très tôt le matin avec l'impossibilité de se rendormir. Et donc, il y a cette première étude. Donc là, je vais vous présenter 2 études qui sont très récentes. Donc, la première qui a été réalisée au Canada sur plus de 26 000 participants qui ont été suivis pendant 3 ans et qui montre que les symptômes d'insomnie sont associés à un risque plus important de déclin cognitif. Et puis, il y a cette autre étude qui a été réalisée donc, sur une cohorte norvégienne, donc plus de 7 500 participants, qui cette fois ont été suivis pendant 11 années et qui ne montrent pas de lien entre les symptômes d'insomnie et le risque de démence. Donc voilà, donc on a des résultats qui sont contradictoires, donc ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a peut-être des différences entre les cohortes, le suivi n'est pas le même, etc. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut encore affiner. Et puis nous, dans le laboratoire, on avait travaillé sur une cohorte de sujets de plus de 50 ans et on leur avait proposé un questionnaire pour savoir en fait, combien de temps ils mettaient en moyenne pour s'endormir. Et on s'est rendu compte que les individus qui se plaignent de difficultés à s'endormir, mais pas juste hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir, mais tous les soirs, c'est vraiment long, je peine à trouver le sommeil, eh bien ces individus aussi, ils ont plus de plaques amyloïdes, donc plus de lésions, là encore, dans les régions frontales. Donc, potentiellement, un risque plus important de développer une démence. Alors, un autre point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est sur les apnées du sommeil, parce que c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente chez le sujet âgé et qui est sous-diagnostiquée. Donc, les apnées du sommeil, ce sont en fait des interruptions, ou alors parfois on a des hypopnées, ce sont des réductions du débit respiratoire qui vont être associées à une baisse de l'oxygénation du sang, donc les organes vitaux vont recevoir moins d'oxygène, et puis une réaction d'éveil, donc le sommeil va être fragmenté. Donc c'est une pathologie qui a différents facteurs de risque, donc l'âge, le surpoids et l'obésité, le fait d'être un homme, d'être hypertendu, mais on peut très bien l'observer aussi chez une femme qui n'est pas du tout en surpoids. Et selon les études, alors vous allez voir que le chiffre, il est vraiment, la fourchette, elle est vraiment très très large parce que toutes les études n'utilisent pas les mêmes critères pour définir les apnées, mais cela toucherait entre 30 et 80% des personnes âgées. Et ce qui est compliqué, c'est que ça reste assez longtemps asymptomatique. Donc la personne n'a pas conscience en fait qu'elle a des apnées, elle n'a pas de gêne dans la journée, donc ce qui fait que le diagnostic se fait assez tardivement. Et en fait, les apnées du sommeil, elles sont très fréquentes aussi chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et il a été montré que ces apnées, quand elles ne sont pas traitées, elles sont associées à un déclin cognitif plus rapide et à l'apparition plus précoce d'une démence. Alors à Caen, nous menons en fait depuis 2016 une étude qui s'appelle Edgewell, où on a inclus en fait des sujets âgés sains qui étaient en retraite depuis au moins 1 année, à qui on a proposé des tests cognitifs, un prélèvement sanguin, des examens d'imagerie et des examens de sommeil. Et puis ensuite, ils ont été répartis en 3 groupes. Un groupe qui a fait de la méditation pendant 18 mois, un second groupe qui a appris une langue étrangère,
et puis un autre groupe qui n'a pas fait d'intervention. Et à l'issue des 18 mois, l'ensemble des participants a refait les mêmes examens qu'au départ. Donc là, aujourd'hui, je vais me focaliser vraiment sur ce qu'on a mesuré au départ. Et en fait, lorsqu'on a réalisé les enregistrements de sommeil, on s'est rendu compte qu'il y avait une proportion très importante de nos participants qui avaient des apnées du sommeil de sévérité relativement importante, donc plus de 15 apnées par heure. Ces individus, ils étaient pour la plupart asymptomatiques, pas de troubles cognitifs, pas de plainte de sommeil, etc. Et donc, on a voulu voir quel était l'impact des apnées du sommeil sur le cerveau. Donc là, en fait, on s'est rendu compte que les individus qui ont des apnées du sommeil, donc sévères à modérées, eh bien, ils ont plus de substances grises, ils consomment plus d'oxygène, plus de glucose et ils ont aussi plus de lésions de plaques amyloïdes. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est dans la même région du cerveau, une région dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est le cortex singulaire postérieur et le précuneus. Donc, ça veut dire que les apnées du sommeil, lorsqu'elles ne sont pas traitées, eh bien, elles vont augmenter la vulnérabilité de cette région aux lésions typiques de la maladie d'Alzheimer. Donc là aussi, tous les apnéiques ne vont pas développer une maladie d'Alzheimer, mais ils ont un risque un peu plus élevé. Donc, on a tous en fait un certain nombre de facteurs de risque et de facteurs de protection, et ça va dépendre en fait dans quel sens va pencher la balance. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement qui existe pour les apnées, qui marche très très bien, qui s'appelle la ventilation par pression positive continue. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est sur la sieste, mais donc ce sont des images que Christina a présentées aussi. Donc la sieste, c'est dans le langage courant, c'est quelque chose qui est plutôt perçu positivement parce que ça permet de recharger les batteries, on repart avec plein d'énergie, on est prêt à affronter le reste de la journée, mais ça peut aussi être le signe d'un dysfonctionnement et c'est important de ne pas passer à côté de ça. Et donc dans cette étude qui a été publiée en tout début d'année, on peut voir que la durée des siestes, mais aussi leur fréquence, elle augmente au cours du vieillissement et qu'en fait, l'augmentation, elle va être encore plus importante dès les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. Donc là, on est vraiment dans les stades précoces et puis là, la maladie est diagnostiquée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, des siestes longues, donc quand on parle de siestes longues, c'est des siestes qui vont durer plus d'1 heure, ou des siestes fréquentes, donc c'est une personne qui va faire plus d'une sieste par jour, eh bien, elles vont augmenter le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, l'idée, c'est que vraiment, il y a des liens bidirectionnels entre la sieste et la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer va augmenter la fréquence des siestes parce que vous avez vu avec Christina, il y a une désorganisation du cycle veille-sommeil, mais les siestes vont aussi contribuer à augmenter notre risque. Et donc, les siestes seraient le reflet d'un dysfonctionnement au niveau de l'horloge biologique interne. Alors, si on essaye de synthétiser un petit peu tous ces résultats, donc le sommeil et la maladie d'Alzheimer, eh bien, en fait, c'est des liens dans les deux sens. On n'a pas résolu la question de l'œuf et de la poule. Donc, l'idée, c'est qu'au cours du vieillissement, il va y avoir des modifications qui sont au départ physiologiques. Le sommeil est plus fragmenté, il y a plus de symptômes d'insomnie. Et puis, on a des modifications du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal, donc que je n'ai pas détaillé aujourd'hui, mais voilà, il y a aussi ces aspects-là qui interviennent. Donc, si on est plus éveillé au cours de la nuit, nos neurones vont être plus actifs. Et on sait que la libération et l'accumulation de ces protéines toxiques, eh bien, elle est liée à l'activité neuronale. Donc, plus les neurones sont actifs, plus on va libérer ces protéines toxiques. Et donc, on va augmenter notre risque de maladie d'Alzheimer. Mais ces protéines toxiques, elles vont aussi s'accumuler dans des régions du cerveau qui contrôlent le sommeil et ça va contribuer à aggraver nos troubles du sommeil. Et puis, il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Donc, les apnées du sommeil, bien sûr, je vous ai dit, elles fragmentent le sommeil, donc elles vont aggraver notre cercle vicieux, mais elles vont aussi intervenir par d'autres mécanismes, notamment, je vous ai dit, on a une baisse de la saturation en oxygène. Donc, en fait, notre cerveau va manquer d'oxygène et ça aussi, ça peut être délétère et augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a aussi très souvent une réaction inflammatoire qui, elle aussi, augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Et puis, dernier point, on sait que au cours du vieillissement, on a une modification de notre mode de vie. Par exemple, on va faire moins d'activité physique, moins d'activité cognitive, peut-être avoir moins de liens sociaux, être un petit peu plus isolé. Donc, tout ça, ça va avoir un effet négatif sur notre sommeil et ça va aussi augmenter notre risque de maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de vraiment complexe et ce n'est pas juste le sommeil. Tout est imbriqué avec le mode de vie. Ah, on ne vous entend plus. Ah, voilà. Vous m'entendez, ça y est ? Oui, c'est bon. D'accord, pardon.
Et moi aussi, j'avais envie de terminer sur une note plus positive, parce que là, effectivement, on a montré des résultats qui peuvent faire peur, mais vous montrez aussi que le sommeil, c'est ce qu'on va appeler un facteur de vie modifiable. En fait, il est possible d'intervenir dessus. Et dans le laboratoire, en fait, on s'est demandé si notre mode de vie pouvait influencer l'impact des troubles du sommeil sur les performances à différents tests. Donc, en fait, on a proposé des questionnaires qui permettent d'évaluer à quelle fréquence vous faites des activités cognitives, donc aller au cinéma, aller au théâtre, faire des sudoku, des mots croisés, etc. Et donc, on a regardé s'il y avait un lien déjà entre la qualité du sommeil et les performances à différents tests. Et donc, les schémas sont un petit peu compliqués, mais voilà, dans les deux cas, quel que soit le type de test qu'on ait proposé, il y a un lien. Donc, plus vous faites de sommeil lent profond, plus vos performances au test vont être bonnes. Mais ce que vous pouvez voir aussi sur ces graphiques, c'est ce qui est représenté par les points verts et les points rouges, c'est qu'il y a une variabilité d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que pour une même quantité de sommeil, par exemple ici 20%, eh bien cette personne-ci, elle a des scores qui sont faibles, et puis cette personne-ci, elle a des scores qui sont plutôt élevés. Et donc, on a essayé de voir si ce n'était pas en fait le mode de vie qui pouvait expliquer ces différences. Et en fait, on s'est rendu compte que les sujets âgés qui ont un mode de vie qui est très stimulant, qui font beaucoup d'activités cognitives, donc qui vont au bridge, qui vont au cinéma, qui lisent beaucoup, qui font des mots croisés, eh bien, ils sont représentés en vert sur ce graphique. Eh bien, ces personnes-là, elles vont être capables de maintenir des bonnes performances, même lorsqu'elles font peu de sommeil lent profond. Et à l'inverse, les individus qui ont un mode de vie un petit peu moins stimulant, eh bien, eux, dès qu'ils vont faire peu de sommeil lent profond, eh bien, ils vont avoir des performances déficitaires. Donc, ça veut dire que le fait d'être impliqué dans beaucoup d'activités peut nous aider à créer une réserve, en fait, qui va un petit peu nous aider à résister aux lésions, résister aux effets de l'âge et à vieillir plus longtemps en bonne santé. Donc, pour conclure, les troubles du sommeil sont un symptôme précoce et un facteur de risque de démence. Donc, plusieurs aspects du sommeil semblent jouer un rôle déterminant. Donc, la durée de sommeil à partir de 50 ans, les symptômes d'insomnie, les apnées du sommeil si elles ne sont pas traitées, et puis les siestes. Mais il y a aussi d'autres aspects que je n'ai pas détaillés, donc les modifications du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal. Mais les troubles du sommeil ne sont pas une fatalité, on peut les traiter. Donc, par exemple, pour l'insomnie, il y a des thérapies cognitivo-comportementales qui marchent très, très bien. Pour les apnées, il y a la ventilation par pression positive continue. Et puis, on a aussi la possibilité de réduire leur impact sur le cerveau en adaptant un mode de vie stimulant avec de l'exposition à la lumière, du lien social, des activités physiques et des activités cognitives. Donc, vraiment, le sommeil, c'est un de nos meilleurs alliés pour bien vieillir. Et puis, je voulais terminer en remerciant toute l'équipe qui a participé à ce projet et puis remercier vraiment très chaleureusement France Alzheimer, moi qui me soutient depuis mes premiers pas dans la recherche, donc depuis ma thèse, et puis tous les autres financeurs qui nous ont aidés à un moment ou à un autre de ce projet. Voilà, merci. Merci, c'est nous qui vous remercions, Dr Roche. Merci beaucoup et encore un immense merci à toutes les deux pour ces présentations très riches et très complètes. Peut-être avant de passer aux questions qu'ont pu poser les personnes qui suivent ce webinaire, moi j'avais envie de vous en poser une à chacune. Peut-être, Dr Roche, pour rester sur le sujet de l'apnée du sommeil, moi j'avais envie de vous demander comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer, en tout cas mieux le diagnostiquer, puisque vous dites qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui en sont atteintes, mais que en même temps c'est asymptomatique. Et je faisais le lien peut-être avec la montre que nous montrait le Dr Schmidt. Est-ce que ça peut être un outil ou est-ce que peut-être le conjoint peut aider à repérer ces apnées? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter plus tôt? Alors, c'est une très bonne question en effet. Donc, les apnées du sommeil, elles sont sous-diagnostiquées. C'est aussi lié au fait qu'on a ce stéréotype qui est très fortement gravé dans le collectif que les gens qui font des apnées, ce sont que des hommes gros et sédentaires. Donc, c'est des facteurs de risque, certes,
mais voilà, on peut être une femme toute fluette et faire des apnées du sommeil. Et puis, il faut voir aussi que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Donc, chez les hommes, ça va être beaucoup le ronflement. Donc, effectivement, le conjoint va pouvoir détecter les ronflements, les pauses respiratoires ou la reprise de respiration, donc cette espèce de comme ça pour reprendre son souffle. Et chez les femmes, ça va être des choses qui sont un peu moins spécifiques, un peu plus subtiles, genre des troubles de l'humeur, des céphalées matinales, etc. Donc, quand on a ce type de symptômes, je pense que c'est bien de consulter parce que voilà, souvent on va dire oui, bah, c'est la ménopause, ou c'est ci, ou c'est ça, parce que c'est pas très spécifique, mais ça peut être un signe d'apnée. Et effectivement, le conjoint, voilà, bah, peut aussi prêter son oreille la nuit, voir s'il entend des pauses. Et puis après, il faut être très, très attentif aussi à ce que par rapport à il y a quelques années, on sent qu'on a des problèmes de vigilance dans la journée, on est obligé de faire une sieste alors qu'avant on n'avait pas besoin. Voilà, on a du mal à se concentrer. Voilà, ça va être ce genre de petits détails. Et par contre, la montre, elle va être peu utile pour ça parce que en fait, et voilà, il faut vraiment des mesures respiratoires. Donc, on va être obligé de faire soit une polygraphie ventilatoire, qui n'est pas l'enregistrement de sommeil complet, soit un enregistrement complet. Très bien. Et peut-être donc docteur Christina Schmidt, hein, sur cette montre, ce qu'elle peut apporter. Et puis j'avais aussi envie de vous poser une question sur la sieste. Est-ce qu'il faut la limiter? Donc le docteur Roche l'a aussi dit dans sa présentation, une sieste trop longue, si j'ai bien compris, c'est pas terrible. Donc est-ce qu'il faut mettre un réveil et ne pas, en cas de sieste, ne pas dormir pendant plus de quoi? 15-20 minutes, 30 minutes, 1 heure? Oui, mais alors merci pour la question. Effectivement, moi je serais partisane de dire que s'il n'y a pas besoin, autant ne pas en faire de sieste, tout court. Par contre, si on a passé une nuit plus courte, ou s'il y a eu enfin, si on a été malade, des choses comme ça, et qu'on ressent le besoin, et ça ne sert à rien non plus de se battre complètement contre le sommeil, dans ces cas-là, dans ce contexte-là, je dirais réduire à un maximum une demi-heure, et ne pas la faire trop tard en journée. Parce qu'en fait, notre sommeil fonctionne un peu comme il accumule une pression de sommeil au cours de la journée. Donc, plus je reste réveillée, plus cette pression va être importante. Et si j'enlève déjà cette pression au cours de la journée, peut-être qu'il n'en reste pas assez pour faire une nuit complète par la suite. Donc, c'est aussi une question de besoin. De nouveau, il y a des gens qui font une sieste de 1 heure tous les jours et il n'y a pas de souci, ils peuvent dormir la nuit. Que ce soit bon ou pas bon, on ne le sait pas encore trop bien. Je pense que, donc il y a une fois l'état qui fait que je dors probablement moins profondément, je génère moins d'ondes pendant la nuit si je dors trop et trop tard en journée. Et puis, il y a cette question de besoin parce que j'ai été privée de sommeil à cause de mon travail, à cause de mes petits-enfants, à cause de mes enfants. Donc, dans ce cas-là, on a une raison pour faire une sieste. Donc voilà. Il faut relativiser encore. Voilà. Il n'y a pas encore de solution magique, je dirais. Très bien, merci. Alors, comme vous en doutez, nous avons eu beaucoup de questions qui portent donc sur les conseils pour retrouver le sommeil, sur des techniques qui pourraient aider. J'ai sous les yeux des questions de Delphine, d'Élise. Voilà, on nous interroge sur des méthodes naturelles, par exemple des comprimés à base de plantes, ou encore sur la méditation. Donc, est-ce qu'il est possible, enfin, toutes les deux, vous avez veillé à nous donner des conseils et avoir un message optimiste sur le fait qu'on pouvait retrouver le sommeil. Mais voilà, concrètement, sur ces deux exemples, à la fois plantes, méditation ou peut-être d'autres techniques, qu'est-ce que vous auriez envie de partager, peut-être, Dr Schmidt? Oui, alors moi, sur base plante, je pense que comme tout dépend du trouble de sommeil, une apnée, bien sûr, ne se soigne pas par un traitement à base de plantes, mais ça, bon, je pense qu'on le sait tous. Donc, c'est vraiment très important d'abord savoir pourquoi on ne dort pas bien, pourquoi on ne se sent pas en forme. Donc, une fois qu'on a identifié qu'il y a eu ou qu'on a pu exclure des causes externes comme les apnées, alors dans ces cas-là, il faut savoir, il y a beaucoup
de médicaments à base de plantes, je pense, qui ont un traitement, qui sont actifs sur le niveau de stress, par exemple. Alors, le niveau de stress, le sommeil n'aime pas le stress. Donc, si on s'endort en étant très stressé et que si cette molécule à base de plantes, elle agit sur le stress, ça peut induire une donnée, ça peut améliorer le sommeil. Par contre, les mécanismes d'action, ils ne sont pas encore très clairs. Je pense que dans la question, il y avait aussi une idée, Sur la méditation, méditation, ça c'est plus pour Géraldine, mais la mélatonine aussi. La mélatonine, la mélatonine. la mélatonine, c'est une hormone qui est produite par notre corps. Donc, mais on peut aussi décider ça a été dans certains contextes aussi utilisé comme un somnifère. Maintenant, de nouveau, ça ne va pas soigner une insomnie. Par contre, la mélatonine, c'est un peu le traceur de notre horloge de 24 heures. Donc, c'est lui qui induit c'est elle qui induit le sommeil en quelque sorte, ou qui aide à s'endormir au bon moment de la journée. Donc, si par exemple on souffre d'un syndrome d'avance ou de retard de phase, donc qu'a priori on sait dormir mais pas au bon moment, alors là, sous surveillance médicale, on peut essayer de jouer un peu sur cette horaire de sommeil avec la mélatonine. Donc, essayer d'induire le sommeil un peu plus tôt en prenant la mélatonine en fin de journée, donc, ou essayer de se lever, de se réveiller un peu plus tôt de nouveau. Donc, mais ça dépend vraiment il faut bien avoir en tête dans ce cas-là de quand prendre la mélatonine. Ça ne sert à rien de la prendre au mauvais moment de la journée, alors dans ces cas-là, ça peut même amplifier. Donc, voilà, ça c'était mes suggestions par rapport à ça. Et donc, docteur Roche, sur la méditation? Oui, alors c'est quelque chose qu'on est en train de tester actuellement à Caen. Alors, les résultats sont encore préliminaires, mais et les données de la littérature laissent penser en tout cas que la méditation, elle a plus un effet sur la perception du sommeil que sur vraiment l'architecture, la répartition des stades. Mais c'est le cas de beaucoup de choses. Hein. La thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, elle joue sur la perception. Donc déjà, si les personnes ont le sentiment de dormir mieux, se sentent mieux au réveil, eh bien, j'ai envie de dire qu'on a déjà rempli notre mission. Et la méditation, c'est pareil. Christina l'a bien dit, le stress, l'anxiété, les ruminations, c'est vraiment les mauvais amis du sommeil. Donc la méditation, ça va permettre aussi de jouer sur tous ces aspects qu'on dit psycho-affectifs et d'aider les gens à, en tout cas, se mettre au lit de manière un petit peu plus sereine et à trouver le sommeil plus facilement. D'accord. Alors, nous avons aussi, merci beaucoup, nous avons une question de Dany. Quels sont les effets de l'insomnie chronique sur le cerveau? Donc là, on parle d'insomnie chronique. Est-ce qu'il y a des éléments notables que vous souhaiteriez partager? Tu veux le faire, Christina? Oui, mais je vais me concentrer. Alors, il y a des études, en tout cas chez les personnes. Là, on ne parle pas de... Je pense que c'est notamment les études qui ont été faites chez des personnes jeunes, adultes, les cohortes très classiques, surtout beaucoup d'étudiants et tout ça, où ils ont pu montrer que le diagnostic d'insomnie ou le fait d'avoir un sommeil qui est mal perçu et qui est peut-être moindre, peut effectivement affecter l'intégrité structurelle de notre cerveau. Et je me rappelle par exemple 2 études qui ont montré que ça peut même spécifiquement affecter des régions du système limbique et plus particulièrement encore de l'hippocampe, qui est vraiment la structure de base pour notre mémoire. Donc, ce sont des études, mais ce sont des effets relativement nuancés. Donc, de nouveau, c'est probablement pas quelque chose d'irréparable, mais quelque chose qu'on peut détecter. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien potentiel qui agit sur des régions cérébrales qui sont impliquées dans notre mémoire, mais aussi dans la régulation des émotions. Donc, ce qui, en quelque sorte, nous étonne pas parce qu'on sait que l'insomnie, avoir des insomnies de façon chronique peut
peut rendre difficile la gestion de nos émotions et peut aussi on peut être amené à avoir des pertes de mémoire de façon plus facile. Donc, ça, c'est vraiment dans la population toute venante et je pense que Géraldine avait montré un peu un lien entre insomnie et enfin, une étude qui dit pour et une étude qui ne montre pas de lien. Donc, voilà. Oui, voilà. Mais c'est vrai que tous les insomniaques ne sont pas amnésiques. Ça veut dire voilà, il y a des effets. Effectivement, il y a certaines régions qui vont moins bien fonctionner pendant certaines tâches. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de phénomènes de compensation. En fait, voilà, les gens n'ont pas bien dormi, mais ils vont mobiliser plus de ressources et puis être capables de fonctionner quasi normalement le lendemain. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et après, c'est vrai que il n'y a pas non plus tant de personnes qui rentrent vraiment dans le cadre de l'insomnie clinique. En fait, on a des symptômes d'insomnie, mais on n'est pas dans la définition médicale de l'insomnie dans beaucoup de cas. Donc, c'est ça aussi qui nuance les choses. Ouais. C'est vrai, parce que suite à un incident ou à un événement extérieur, par exemple un deuil, faire une insomnie, c'est quelque chose de presque, j'ai envie de dire, adaptatif. C'est pas pour ça qu'on est insomniaque et c'est pas pour ça qu'on augmente notre risque de. Donc c'est vraiment la longueur de ces troubles-là qui est important à ce niveau-là aussi à tenir en compte. Bien, merci beaucoup. Alors, nous avons aussi une question de Benoît. Est-ce qu'un mauvais sommeil peut signer l'entrée dans la maladie? Est-ce qu'on peut aller aussi loin? Alors, on a toujours, bien sûr, les deux études, mais peut-être, Dr Roche, comment vous réagissez? Ouais. En tout cas, au niveau individuel, si quelqu'un vient me voir et me dit « je dors pas bien, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai la maladie d'Alzheimer ?» C'est impossible de dire ça. Oui. Voilà, donc il faut que les personnes soient rassurées. Là, tout ce qu'on montre, c'est en fait des études sur des groupes. Voilà, donc à l'échelle du groupe, on voit qu'il y a un risque plus élevé. Donc effectivement, peut-être que parmi les quelques personnes qui vont nous rapporter un sommeil de mauvaise qualité, il y a un pourcentage assez important qui va développer une maladie d'Alzheimer, mais par contre, on n'est pas capable d'identifier qui pour le moment. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est d'essayer de dire, OK, vous avez des troubles du sommeil, on va voir ce qu'on peut vous proposer pour justement ne pas s'engager sur ce type de chemin et en tout cas, restaurer un sommeil de bonne qualité et puis permettre un fonctionnement cognitif le plus optimal, quoi. Très bien, merci. Et une question aussi que je trouve très intéressante, est-ce que les risques sont différents selon les troubles du sommeil, selon les difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou une durée de sommeil? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que les chercheurs se posent, mais vous voyez bien que, en fait, la plupart des études qu'on vous a montrées sont des études qui sont assez récentes. Donc, on est vraiment dans les balbutiements de cette recherche sur les liens entre sommeil et maladie d'Alzheimer, et on n'est pas encore à ce niveau de précision. Alors, comme ça, il n'y a pas... J'ai pas d'éléments qui me laissent penser que un trouble, par exemple l'insomnie de milieu de nuit, serait plus délétère que celle de début de nuit. Mais peut-être que dans quelques années, on changera notre discours, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Et on a eu aussi, bien sûr, beaucoup de questions sur les somnifères, le rôle des benzodiazépines dans la genèse de la maladie. Voilà. Est-ce qu'il est préférable de prendre des somnifères pour retrouver un bon sommeil, ou est-ce que ces médicaments peuvent aussi avoir un effet délétère? Où est-ce que vous positionnez le curseur? Oui, alors c'est une bonne question, hein. C'est une question qu'on a très souvent. Il faut savoir que les somnifères, les benzodiazépines, ils ont normalement une durée de prescription qui est courte. Donc, comme l'a dit Christina, on a un deuil, on a une insomnie, c'est normal. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on reprenne le travail, etc. On va avoir besoin d'un petit coup de pouce. Donc là, le somnifère, il est totalement adapté. Mais la durée de prescription, c'est 3 mois. Donc normalement, si les choses sont bien faites, au bout de 3 mois, il faut arrêter. Alors ça ne s'arrête pas non plus du jour au lendemain, hein. Voilà, les choses doivent se faire très progressivement avec l'aide d'un médecin du sommeil ou de son médecin généraliste. Donc il faut faire les choses bien pour que, en tout cas, ce
ce changement puisse se faire de manière optimale. Et après, si les symptômes persistent, il va falloir trouver d'autres prises en charge. Donc, si c'est de l'insomnie, ça va être de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc ça marche très, très bien. Mais bon, il faut le faire avec un professionnel qui est formé à ce type de thérapie. Et je pense qu'il n'y a aucun médecin qui va dire qu'on va privilégier la piste des benzodiazépines, parce qu'il y a des travaux qui ont montré que la prise au long cours, elle augmente aussi le risque de maladie d'Alzheimer. Donc voilà, si on pense que un mauvais sommeil, c'est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer et qu'on propose un traitement qui lui-même augmente le risque de maladie d'Alzheimer, on ne s'en sort pas. Donc, il vaut mieux essayer de trouver des interventions qui ne soient pas pharmacologiques, qui, certes, vont mettre plus de temps à avoir un effet. C'est ça qui fait que des fois, les gens sont un petit peu réticents, mais qui seront sur le long terme beaucoup plus efficaces. Et une question aussi de Christelle. Est-ce que les troubles du sommeil accélèrent le développement de la maladie? Difficile là aussi. Alors, en tout cas, pour les apnées du sommeil, il a été montré que le déclin cognitif, il est plus rapide et que le diagnostic, il se fait quelques années plus tôt que si on n'a pas d'apnée du sommeil. Donc, potentiellement, ça peut aggraver. Après, la démonstration définitive de ça, elle n'est pas encore faite. Ouais. Oui. Parce qu'en fait, pour le démontrer, il faut à la fois des études longitudinales, donc qui regardent ce qui se passe chez la personne au même moment, et idéalement des études interventionnelles, donc des études qui essayent d'agir. Donc, on a la maladie d'un côté, le sommeil de l'autre côté, agir sur un élément et voir si, comparé à des personnes sur lesquelles on n'a pas agi sur cet élément sommeil, est-ce qu'il y a une accélération ou pas? Et ces études, ils sont en cours, mais il n'y a pas encore vraiment les études longitudinales, comme Géraldine l'a dit, ils sont en faveur du fait que le lien est bidirectionnel. Ça veut dire qu'à la fois un mauvais sommeil va entraîner ou accélérer le processus. Mais pour être vraiment certain à ce niveau-là, il faut des études interventionnelles, et ça, à ma connaissance, il n'y a pas encore vraiment de grandes études de cohorte qui ont montré que. Mais je pense s'engager dans cette piste peut sans doute pas faire du tort, mais les preuves scientifiques, il manque encore. Voilà. Et puis, ce que dit Christina, c'est pour les études longitudinales, il faut suivre les personnes sur plusieurs années. Vous voyez bien, il y a eu une étude sur 3 années qui montre des liens, celle sur 11, elle ne montre pas, etc. Mais c'est vrai que sur 3 ans, il n'y a pas forcément une modification très, très importante du fonctionnement cognitif. Quand on prend des sujets, quand on commence une étude avec des sujets âgés qui sont en bonne santé, voilà, qui font plein d'activités, ils ne déclinent pas aussi rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut partir sur des projets qui vont durer 10, 15 ans. Donc, voilà, donc forcément, les résultats vont mettre du temps à arriver. Tout à fait. Et on a également, vous en doutez, beaucoup de questions qui concernent les proches aidants, avec beaucoup de témoignages, donc des demandes de conseils pour améliorer le sommeil du proche aidant lui-même. Par exemple, ce témoignage de Daisy: avant, je dormais bien 8 heures ou plus, maintenant seulement 5-6 heures, mon mari se réveille la nuit, donc le mari est malade d'Alzheimer, et il veut me sortir du lit trop tôt. J'imagine que là aussi, c'est difficile de donner des conseils, mais voilà, comment est-ce que le proche aidant pourrait préserver son sommeil, si c'est possible? Oui, voilà. Donc, voilà, comme vous dites, là l'élément, donc le sommeil en soi n'est pas affecté, mais c'est un élément qui fait que le besoin de sommeil ne peut pas être satisfait pendant la nuit. Donc, effectivement, c'est toujours compliqué. Ça dépend beaucoup du contexte aussi. Donc, les conseils que je peux donner de façon générale, je ne suis évidemment bien pas sûre qu'ils s'appliquent ici dans ce contexte spécifique, mais par exemple, on sait que essayer, donc si le conjoint il se réveille, essayer de réduire au minimum et de ne pas s'activer complètement. Donc, essayer par exemple de proposer une activité qui n'est pas trop engageante, qui nécessite peut-être pas nécessairement l'exposition à la lumière. Donc, tout ce qui donne à notre corps des signaux comme, voilà, la journée elle a démarré et je suis réveillée maintenant. Donc, essayer de réduire au minimum cette fenêtre de réveil
réveil un peu obligé pour donner à mon corps par la suite la possibilité de pouvoir se rendormir. Je ne suis pas sûre si j'étais très claire dans l'explication, mais c'est vraiment essayer de donner le bon signe au bon moment et peut-être aussi installer un rituel de, par exemple, écouter un livre, un audiobook, comme on dit Oui. ça, écouter quelque chose ou de la musique ou essayer de faire des exercices de relaxation si possible, pour essayer vraiment d'avoir un rituel que déjà tout mon système de stress ne s'active pas à chaque fois que je me fais réveiller aussi. À la limite, anticiper le réveil en disant ben, comment est-ce que je vais réagir face à ça. Et ça donne un peu pas tous ces systèmes, toutes ces activations à mon corps et avec un peu de chance, me donne la possibilité de me rendormir un peu encore par la suite. Et dans ce contexte spécifique, si ce n'est pas possible, faire une sieste l'après-midi, une petite sieste l'après-midi pour quand même retrouver pour combler le besoin de sommeil, c'est complètement différent par rapport au contexte de sieste qu'on discutait lors de la présentation. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'auto-flageller plus que ça. Voilà. C'est pas Géraldine. Oui, et puis je suis 100% d'accord. Et puis je pense qu'il faut aussi voir les aides qui peuvent être apportées à l'aidant pour le soulager et qu'il puisse aussi profiter de ces petits moments de parenthèse pour se reposer ou s'aérer, évacuer le stress. Parce qu'évidemment, s'il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, ça va aussi générer des troubles du sommeil. Donc, c'est facile à dire. Hein. Je sais qu'on manque cruellement de dispositifs pour aider, mais peut-être profiter des opportunités avec un voisin, avec les enfants, etc., pour que la personne puisse se reposer parce que effectivement, on arrive à un état d'épuisement complet qui fait que la prise en charge va être de plus en plus compliquée. Ouais. Très bien. Merci. Mais écoutez, nous arrivons déjà au terme de ce webinaire sur sommeil et Alzheimer. Et peut-être en conclusion, j'ai envie de vous demander peut-être à l'une et l'autre quels conseils vous donneriez pour améliorer le sommeil d'une personne malade. Alors, si je commence, je dirais que moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de faire des activités dans la journée, de profiter des moments de soleil, même si peut-être que la personne, c'est la mobilité est plus compliquée, voilà, mais une petite balade dans le jardin, s'exposer à la lumière, continuer à avoir un petit peu de lien social, bien marquer le contraste entre le jour et la nuit, donc pas vivre dans l'obscurité en journée, pas tamiser les lumières, mais au contraire, vraiment montrer que c'est très différent de la nuit et puis essayer de faire le maximum d'activités dans la journée pour essayer d'optimiser la phase de sommeil, même si on sait que ça fait partie de l'évolution de la maladie, d'avoir ces troubles. Docteur Schmitt? Je me rejoins complètement l'avis de Géraldine à ce niveau-là, donc vraiment bien différencier dans la mesure du possible. Dormir, je pense, c'est bien pour la santé, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est important de savoir aussi quand on dort. Donc l'horaire du sommeil est, selon mon interprétation, et je suis biaisée un peu par mes études à mon avis à ce niveau-là, mais c'est tout aussi important que la dose de sommeil. Donc l'horaire et la dose de sommeil, on peut jouer sur les deux aspects. Et parfois, la dose, on ne peut pas la contrôler, on se réveille et le sommeil ne se force pas, mais l'horaire, il peut se contrôler parfois plus facilement. Et par cette différence d'activité entre jour et nuit, l'exposition à la lumière. Donc je pense que Géraldine, en gros, a tout dit à ce niveau-là. Très bien. Peut-être juste, effectivement, Géraldine, une toute dernière question. Vous avez beaucoup parlé des thérapies cognitives et comportementales. Où est-ce qu'on peut s'adresser pour bénéficier de ces thérapies? Un médecin généraliste ou est-ce qu'il y en a certaines que vous pouvez recommander? Quel est le spécialiste auquel il faut s'adresser? Alors, en tout cas, en cas de trouble du sommeil, il faut aller consulter soit dans les unités d'exploration et de traitement des troubles du sommeil, donc il y en a normalement dans quasiment tous les CHU.
Après, il peut y avoir aussi des neurologues en ville, en libéral, qui peuvent s'occuper des problèmes de sommeil et qui vont vous donner les coordonnées des différents praticiens qui maîtrisent cette thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Mais il faut savoir en tout cas que maintenant, ça peut même se faire en visio. Là, avec le confinement, ça a été testé et ça marche aussi bien en visio qu'en présentiel. Donc, pour les personnes qui, par exemple, seraient loin des centres, voilà, ça peut être très, très bien et que ça marche très, très bien. Hein. Donc, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de positif. C'est aussi arriver à casser toutes ces fausses croyances qu'on a sur le sommeil. Par exemple, celle de rester dans son lit pour attendre que le sommeil arrive, on sait que ça marche pas, quoi. Voilà, donc voilà. Et puis il y a des fois des choses, comme on l'a dit, dans nos comportements qui sont pas adaptés. Genre quand on a un sommeil qui est assez fragile, aller faire du squash ou du sport, n'importe quel sport à 20 heures, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, il faut bien connaître sa physiologie et puis apprendre à défaire ces fausses croyances. Et après, voilà, on est sur la bonne voie pour retrouver un bon sommeil. Très bien, écoutez, un immense merci vraiment à toutes les deux. C'était un plaisir de bénéficier de vos connaissances et de votre expertise. Et je pense que c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.